Chers auditeurs, dans la vie, nous sommes parfois confrontés à des injustices cruelles, piétinées par ceux que nous appelons notre famille. L'estime de soi, ce qu'il y a de plus précieux chez une personne, est traitée comme un déchet sous les pieds des autres. Mon histoire a commencé par un après-midi de ce genre, un après-midi fatidique à l'endroit même où j'avais versé tout mon cœur et mon esprit pour servir. Le moment où ma belle-mère, la puissante présidente d'une prestigieuse maison de mode, m'a obligé à m'agenouiller pendant 3 heures au milieu du grand hall. Sous le regard de centaines d'employés, pour une erreur insignifiante, j'ai su que mon silence devait prendre fin, mais elle ne s'en est pas rendue compte. Lorsque j'ai passé un coup de fil, un seul appel pour tout changer, elle a ri. Un éclat de rire plein d'arrogance et de mépris. Elle ne pouvait pas imaginer que, seulement 30 minutes plus tard, ce même sourire se figerait sur ses lèvres et que l'empire dont elle était si fière vacillerait sur ses fondations à cause d'une incroyable vérité. Le sol en marbre blanc du grand hall de la maison Beaumont était glacial. Son froid s'infiltrait à travers le tissu fin de mon pantalon, pénétrant ma peau jusqu'à la moelle de mes os. Mais cela ne pouvait se comparer à la froideur du regard de la femme qui se tenait là-haut. Moi, Manon, j'étais à genoux. Mes genoux étaient engourdis et me faisaient si mal que je ne sentais plus rien. Mon dos était épuisé après 3 heures passées dans cette posture humiliante. J'étais agenouillé au milieu du hall principal, le lieu le plus solennel de l'entreprise, où le logo de la maison Beaumont brillait en cristal, et où des centaines d'employés, des hauts cadres aux stagiaires, ne cessaient de passer. Le bruit des talons claquant sur le sol, les chuchotements et les commérages, les regards curieux, compatissants et même malveillants. Tout cela était comme des milliers d'aiguilles invisibles s'enfonçant dans ma peau. Dans mon estime de soi brisée, je me sentais comme un animal de cirque, une pécheresse exposée à la vindicte publique. Et la metteuse en scène de cette œuvre cruelle n'était autre que ma belle-mère, Madame Monique Vallet, l'actuelle présidente de la maison Beaumont. Elle était là, en haut du grand escalier qui menait au bureau, les bras croisés, dans une pose de reine autoritaire. Elle portait une robe de soirée de la marque Maison Beaumont elle-même. Ses cheveux étaient coiffés de manière élaborée, son visage maquillé avec précision, exudant une froideur et une arrogance extrême. De temps en temps, elle me lançait un regard. Les commissures de ses lèvres se courbaient en un demi-sourire de satisfaction. À ses côtés se trouvait Nicolas, mon mari, le sous-directeur de l'entreprise. Il était là, grand et beau dans son costume Armani, mais recroquevillé, caché derrière sa mère comme un petit garçon. Il n'osait pas me regarder directement. Ses yeux étaient toujours fuyants, feignant d'être occupé avec quelque chose sur sa tablette, feignant de ne pas voir la douleur et l'humiliation de la femme avec qui il avait partagé 5 ans de sa vie. La raison de tout cela était ridicule, née d'une petite négligence au travail. Ce matin-là, lors de la présentation de la nouvelle collection devant les partenaires et la presse, il y avait eu un incident. Le fichier de la présentation qui montrait l'inspiration de la collection avait eu une défaillance technique, interrompant l'événement pendant quelques minutes. Moi, en tant que créatrice du département créatif et responsable direct de la préparation de ce fichier, j'ai été immédiatement blâmé. Bien que le problème fût une erreur du système informatique du département technique et que je l'ai résolu rapidement pour que l'événement continue avec succès, pour Madame Monique, c'était une tâche impardonnable. Elle a considéré que je l'avais humiliée, que j'avais gâché la perfection d'un événement dans lequel elle avait mis tout son engagement. Immédiatement après l'événement, devant tout le conseil d'administration, elle m'a montré du doigt et a crié « incapable ». Tu ne peux même pas faire correctement une chose aussi simple. Quelqu'un comme toi ne mérite pas de travailler à la maison Beaumont. Ensuite, elle a ordonné que je m'agenouille dans le hall pendant 3 heures pour m'excuser, pour servir d'exemple à tous sur les conséquences de contrarier la présidente. J'ai essayé d'expliquer, de parler de la panne technique, mais mes mots ont été réduits au silence par son regard foudroyant et un geste autoritaire de sa main. Nicolas, mon mari, était là. Il savait parfaitement que chaque idée, chaque design, chaque once de passion dans cette collection était de moi. Il savait combien de nuits blanches j'avais passées pour la perfectionner. Mais qu'a-t-il fait? Il s'est seulement approché, a tiré doucement sur le bras de sa mère et a dit d'une voix faible « Maman, c'est bon, c'est passé. » Tout le monde regarde. Il s'est tourné vers moi. Sa voix s'est durcie, ses yeux pleins de reproches. « Vraiment, Manon, comment as-tu pu laisser une chose pareille arriver? Excuse-toi auprès de maman une bonne fois pour toutes et rentrons à la maison. » M'excuser. Que avais-je fait de mal pour devoir m'excuser? Mais je savais que dans cet empire, la vérité appartient toujours à la personne qui a le plus de pouvoir.
Je suis restée silencieuse, sans m'excuser ni protester, et mon silence a été interprété comme un défi. Bien, alors tu es têtu, hein? À genoux. À genoux ici même jusqu'à ce que tu apprennes la leçon. Où est la sécurité? Surveillez-la. Si elle ose se lever avant l'heure, renvoyez-la immédiatement. Et ainsi, je me suis agenouillé. Non pas par soumission, mais parce que mon cœur était mort, non pour me repentir, mais pour me donner une dernière raison, une confirmation finale de la cruauté de ces personnes. 5 ans comme belle-fille, comme épouse, comme un cerveau créatif dans l'ombre, j'avais supporté toutes sortes d'amertume. Toutes mes idées de design, tous mes croquis pleins de passion, après les avoir présentés, étaient réclamés sans vergogne par Monique et Nicolas comme les leurs. Ils montaient sur scène sous les flashs, recevant applaudissements et éloges, tandis que je ne pouvais qu'observer depuis les coulisses, voyant mon travail usurpé par d'autres. J'avais tout supporté pour l'amour que je portais à Nicolas, pour la carrière que mon père m'avait laissée et pour une promesse. Mais aujourd'hui, ma patience avait atteint ses limites. Non seulement il volait mon travail, mais il piétinait ma dignité et mon estime de soi. J'ai levé la tête et j'ai regardé directement le visage arrogant de Monique. Mes yeux ne brillaient plus de larmes, il ne restait qu'une froideur, une détermination effrayante. Lentement, j'ai mis la main dans la poche de ma veste, j'ai sorti mon téléphone. Tout le monde autour de moi a retenu son souffle en observant mes mouvements. Nicolas a froncé les sourcils, sur le point de m'arrêter. Peut-être craignait-il que je fasse une folie, mais il était déjà trop tard. J'ai composé un unique numéro enregistré dans mes contacts. À l'autre bout de la ligne, une seule tonalité a retenti avant qu'on ne réponde. Sans salutations inutiles, j'ai parlé d'une voix ni haute ni basse, mais chaque mot a résonné ferme et clair dans le silence du hall. Monsieur Jean, procédez. Le plan B. Un silence mortel a couvert tout le hall. Tout le monde, même le personnel de sécurité, était stupéfait, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. Le plan B. Qui était Monsieur Jean? Que racontait cette créatrice insignifiante? Nicolas fut le premier à réagir. Il s'est précipité sur moi en essayant de m'arracher le téléphone. Tu es folle? Quelle bêtise racontes-tu? Mais j'ai été plus rapide. J'ai raccroché et remis le téléphone dans ma poche. Alors, il s'est passé quelque chose que personne n'attendait. Madame Monique, après quelques secondes de stupeur, a éclaté de rire. Elle a ri aux éclats, tellement qu'elle se pliait en deux et que des larmes lui montaient aux yeux. Ah ah ah. Le plan B. Qui crois-tu effrayé, gamine? Qui as-tu appelé? Jean? Pour qui te prends-tu pour donner des ordres à mon directeur général? Es-tu devenue folle à force de rester à genoux? Le hall a commencé à se remplir de rires étouffés. On me regardait comme si j'étais une malade mentale, un clown essayant de jouer une farce ridicule. Elle ne savait pas que ces rires seraient ses derniers en tant que présidente, car une véritable tempête, une tempête de pouvoir et de vérité, approchait et n'était qu'à 30 minutes des portes du groupe Maison Beaumont. Mon incroyable ordre serait-il exécuté? Quel secret se cachait derrière cet appel fatidique? Et entre les mains de qui résidait réellement le pouvoir du groupe Maison Beaumont? Les éclats de rire de Madame Monique Vallée résonnaient dans tout le hall, un son strident et plein d'arrogance. C'était comme un coup de fouet dans l'air, une affirmation de son pouvoir absolu dans cet empire. Les employés autour, qui montraient auparavant une certaine compassion, ont commencé à se joindre à elle. Des rires étouffés, des regards moqueurs, tout était dirigé vers moi. La femme qui restait agenouillée sur le sol froid en marbre. Pour eux, je n'étais qu'un pion négligeable tentant un dernier acte de folie avant d'être balayé de l'échiquier. Mon mari, Nicolas, après un moment d'étonnement, a également esquissé un demi-sourire plein de dédain. Il s'est approché, s'est penché et a chuchoté à mon oreille. Sa voix était un murmure, mais plein de malice. « Manon, as-tu fini ta comédie? Tu crois qu'appeler Monsieur Jean va effrayer quelqu'un? C'est l'homme de ma mère, son bras droit. Tu devrais te préoccuper davantage de ton misérable poste de créatrice, de peur de finir expulsé d'ici avec humiliation. » Il a fini de parler, s'est redressé, a épousseté un grain de poussière invisible de la manche de sa veste et s'est tourné vers sa mère avec une voix flatteuse. « Maman, ne t'embête pas avec une folle. C'est sûrement à force de rester à genoux qu'elle a perdu la tête. Laisse-la là. Quand le temps sera écoulé,
Elle saura ce qu'elle a à faire et elle rentrera à la maison en rampant. Madame Monique semblait très satisfaite de ce spectacle. Elle a fait signe à l'équipe de sécurité. Surveillez-la de près. Si elle ose faire un scandale, appelez immédiatement la police pour qu'ils l'emmènent pour trouble à l'ordre public dans l'entreprise. Cela dit, elle et Nicolas ont tourné les talons et sont partis, me laissant seul parmi les regards curieux et les chuchotements. Ils se sont dirigés vers l'ascenseur privé de la direction avec un air insouciant, comme s'ils venaient de voir une comédie divertissante. Ils ne savaient pas que le rideau de la véritable pièce venait de se lever. Je suis resté agenouillé là, le dos droit, le regard fixe devant moi, sans une once d'hésitation. J'ai commencé à compter chaque seconde, chaque minute, dans l'attente. Le temps semblait passer avec une lenteur inhabituelle. 30 minutes. C'était le temps que Monsieur Jean et moi avions estimé. Le temps suffisant pour activer les procédures légales d'urgence, suffisant pour que l'équipe d'avocats se déplace depuis leur cabinet jusqu'ici. 5 minutes passèrent, 10 minutes passèrent, les chuchotements autour de moi commencèrent à diminuer. Les gens retournaient à leurs tâches, me lançant de temps en temps un regard comme si j'étais un ornement étrange. 20 minutes passèrent et une légère inquiétude commença à m'envahir. Y aurait-il un problème? Le plan se déroulerait-il comme prévu? Mais je me suis calmé. J'avais confiance en Monsieur Jean, le meilleur ami de mon père, l'homme qui m'avait vu grandir, le seul qui connaissait mon secret et partageait avec moi cette énorme responsabilité. Et alors, juste à la 30e minute, il se produisit quelque chose qui secoua tout le bâtiment de la maison Beaumont. Les portes tournantes en verre du hall s'arrêtèrent soudainement. Un groupe d'hommes en costume noir et à l'air sérieux entra. En tête marchait Monsieur Jean, le directeur général de l'entreprise. Son visage ne montrait pas le sourire aimable d'aujourd'hui, mais une gravité et une froideur effrayantes. Derrière lui, 4 avocats de l'un des cabinets les plus prestigieux de Paris. Ils portaient des mallettes en cuir noir pleines de documents. Leur apparition soudaine réduisit tout le hall au silence. Toutes les activités semblèrent s'arrêter. Tous les regards se fixèrent sur eux, surpris et confus. L'équipe de sécurité de l'entreprise courut à leur rencontre, tentant de les arrêter. « Monsieur le directeur, vous n'avez pas de rendez-vous. » Mais Monsieur Jean leva simplement la main, un geste ferme. « Écartez-vous. Nous exécutons une décision d'urgence du conseil d'administration. » Sa voix était ferme, n'admettant aucune réplique. Monsieur Jean ne s'arrêta pas à la réception. Il se dirigea directement vers l'ascenseur privé de la présidente. Le groupe entra et les portes de l'ascenseur se fermèrent devant l'étonnement général. Où allait-il? Que allait-il faire? Personne ne le savait, sauf moi, qui restais agenouillé sur le sol, sachant que la tempête était bel et bien arrivée. Quelques minutes plus tard, le téléphone interne du bureau du chef de la sécurité sonna de manière stridente. Je vis son visage changer de couleur en écoutant, passant de la surprise à la panique. Il se leva précipitamment et fit signe aux 2 gardes de sécurité les plus grands. Au bureau de la présidente, vite, il y a des problèmes. Mais avant qu'il ne puisse bouger, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent à nouveau. Cette fois, la scène à l'intérieur était encore plus choquante. Madame Monique était fermement tenue par 2 avocats. Elle se débattait et criait comme une folle. « Lâchez-moi. Que faites-vous? Jean, es-tu fou? Comment oses-tu me traiter ainsi? » Nicolas, le visage pâle comme de la cire, était bloqué par un autre avocat, incapable de faire quoi que ce soit. Monsieur Jean sortit le dernier avec une chemise de documents à la main, se dirigea vers le centre du hall, monta sur le grand escalier où 30 minutes plus tôt Monique s'était tenue avec toute son autorité. Il s'éclaircit la gorge et sa voix résonna claire et forte, suffisamment pour que tout le monde dans le hall l'entende. À tout le personnel de la maison Beaumont. Moi, Jean, directeur général, je communique une décision d'urgence. En raison de graves irrégularités dans la gestion, d'abus de pouvoir ayant affecté négativement la culture de l'entreprise et l'image de la marque, le conseil d'administration, sous l'autorisation de l'actionnaire majoritaire, décide qu'à partir de cet instant, Madame Monique Vallée est destituée de ses fonctions de présidente du conseil d'administration. Toute son autorité au sein de la maison Beaumont est officiellement suspendue. Chaque mot de Monsieur Jean fut comme un coup de marteau dans l'ambiance déjà tendue. Tout le hall resta silencieux. Des centaines de personnes restaient immobiles comme des statues, incapables de croire ce qu'elles venaient d'entendre. La présidente, destituée, quelque chose d'impensable,
un scandale sans précédent dans l'histoire de la maison Beaumont. Monique cessa de se débattre. Elle regarda Monsieur Jean, puis la foule d'employés stupéfaits. Le sourire arrogant sur ses lèvres avait disparu, remplacé par une panique absolue. L'actionnaire majoritaire? Qui? Sur quoi te bases-tu? Cria-t-elle d'une voix brisée. Monsieur Jean ne lui répondit pas. Son regard se dirigea lentement vers moi. Puis, devant l'étonnement de tous, il descendit les marches et marcha directement vers moi. Il s'inclina respectueusement et me tendit la main. Madame la Présidente, s'il vous plaît, levez-vous. Tout est fini. Les mots, Madame la Présidente, que Monsieur Jean prononça ne firent pas seulement trembler le hall, mais furent comme un puissant courant électrique qui parcourut mon dos, me sortant de la torpeur de l'humiliation. J'ai levé la tête et j'ai regardé la main ferme et le regard plein de confiance de Monsieur Jean. Je savais que c'était le moment de dévoiler le secret. Je me suis appuyé sur sa main et lentement, je me suis mise debout. Mes jambes, engourdies d'être restées si longtemps agenouillées, me firent vaciller un peu, mais j'ai rapidement retrouvé l'équilibre. Je n'étais plus la Manon faible et soumise. À cet instant, j'étais l'héritière légitime de la maison Beaumont, celle qui tenait entre ses mains le destin de tout un empire. Tous les regards se fixèrent sur moi, atterrés, incrédules. La créatrice insignifiante, celle qui venait d'être humiliée, était en réalité la présidente, l'actionnaire majoritaire. C'était plus invraisemblable qu'un feuilleton télévisé. Monique fut la première à retrouver ses esprits. Elle me regarda, puis Monsieur Jean, et éclata d'un rire dément. Présidente? Elle? Ah! Jean est devenu sénile ou s'est allié avec cette traînée pour me renverser? Une belle fille parasite, une employée de rien du tout prétendant être présidente? Quel ridicule! Ridicule! Elle ne pouvait toujours pas croire à la vérité. Pour elle, je n'étais qu'un grain de poussière, rien de plus. Monsieur Jean ne dit rien, il fit simplement signe à l'un des avocats. L'avocat fit un pas en avant, ouvrit sa mallette et sortit un document avec un sceau rouge solennel. Madame Vallet, dit-il d'une voix froide et professionnelle, ceci est le testament légal du défunt président et fondateur du groupe Maison Beaumont, Monsieur Pierre Beaumont, père de Mademoiselle Manon Beaumont. Ce testament a été notarié et possède la validité légale maximale. En entendant le nom de mon père, je n'ai pu éviter un moment d'émotion. Les souvenirs d'il y a 10 ans revinrent avec une clarté écrasante, comme si c'était hier. Mon père, Pierre Beaumont, n'était pas un homme d'affaires ordinaire, c'était un artiste, un véritable génie du design. La maison Beaumont a été fondée par lui à partir d'un petit atelier de couture, avec son propre talent, sa passion et sa sueur. Il n'était pas seulement un leader, il était l'âme, le cœur de cette marque. J'avais hérité de toute sa passion pour le design. Depuis toute petite, il m'enseignait chaque point, chaque couture, il m'apprenait à sentir la beauté de chaque tissu. Il disait que j'étais son héritière, mais un tragique accident de la route me l'a arraché pour toujours. Avant de mourir, sur son lit d'hôpital, il nous a appelés, moi et les 2 personnes en qui il avait le plus confiance, Madame Monique Vallet, son amie intime depuis la jeunesse, et Monsieur Jean, son protégé, élève et cofondateur de l'entreprise. Il a pris ma main. Sa voix était faible mais lucide. Manon, ma fille, la maison Beaumont est l'œuvre de ma vie. Je veux te la laisser. L'intégralité de mes 70% des actions de l'entreprise, je te les lègue. Tu seras l'actionnaire majoritaire, celle qui aura le pouvoir de décision finale. À ce moment-là, je venais juste d'obtenir mon diplôme universitaire. J'étais trop jeune et inexpérimenté. Je me sentais écrasé par cette énorme responsabilité. Mon père sembla le comprendre. Il se tourna vers Monique et Jean. Mais la petite est trop jeune. Je veux vous demander une faveur. Monique, je te cède temporairement le poste de présidente. Dirige l'entreprise à ma place, mais souviens-toi, tu ne fais que garder la place pour ma fille. Toutes les décisions importantes doivent avoir son consentement. Et toi, Jean, reste à ses côtés, aide-la et enseigne-lui. Sois un mentor, un maître, protège-la pour moi. Et ensuite, il fit une dernière requête, une requête qui a façonné mon destin au cours des 10 dernières années. Manon, je ne veux pas que tu révèles ton identité. Commence comme une créatrice normale. Expérimente par toi-même. Apprends par toi-même. Prouve ta valeur seulement quand tu auras vraiment mûri,
quand tu auras la force de porter cet héritage. Seulement alors tu pourras t'asseoir avec fierté dans le fauteuil de la présidente. C'est la dernière épreuve que je te donne. C'était un pacte, une promesse d'honneur entre nous quatre. Monique, à ce moment-là, pleura et jura devant l'âme de mon père qu'elle me traiterait comme sa propre fille, qu'elle me soutiendrait et me protégerait de tout son être. Monsieur Jean hocha simplement la tête en silence, un acquiescement chargé de responsabilité, et je promis à mon père que j'accepterais de faire un pas en arrière, de devenir une héritière dans l'ombre, juste pour accomplir sa dernière volonté. Je n'imaginais pas que cette promesse serait le début d'une série de jours amers et tragiques dans ma vie. Une tragédie appelée amour. Après la mort de mon père, j'ai tenu ma promesse. J'ai gardé mon identité d'héritière secrète et j'ai commencé une nouvelle vie en tant que Manon, une créatrice normale chez Maison Beaumont. Je vivais modestement dans un petit gîte en périphérie et j'utilisais le TER pour aller travailler. Personne dans l'entreprise, sauf Monsieur Jean, ne connaissait ma véritable identité. Ces jours-là, bien que difficiles, furent très significatifs. Je pouvais vivre ma passion, créer librement. Mes créations, bien qu'elles ne portassent pas mon nom, chaque fois qu'elles apparaissaient sur les podiums et étaient admirées de tous, je ressentais un bonheur silencieux. Monique, durant les premières années, joua assez bien son rôle de présidente par intérim. Elle respectait mon opinion sur les questions créatives et consultait toujours Monsieur Jean pour les décisions commerciales. L'entreprise se développait de manière stable. Tout aurait pu continuer ainsi tranquillement sans l'apparition de Nicolas. C'était le fils unique de Monique, fraîchement rentré d'études aux États-Unis. Sa mère le plaça comme chef du marketing. La première fois que j'ai rencontré Nicolas, c'était lors d'une réunion sur la stratégie de promotion de la nouvelle collection. Il était grand, beau, avec de l'entre-gens et un sourire radieux qui pouvait faire fondre le cœur de n'importe quelle jeune fille. Il fut attiré par mes idées audacieuses et créatives. Après la réunion, il s'approcha pour se présenter. « Salut, je suis Nicolas. Tes idées à la réunion d'aujourd'hui étaient vraiment impressionnantes. » C'est ainsi que tout a commencé. Les croissants et cafés au comptoir après le travail, nos discussions interminables autour d'un bœuf bourguignon et d'un verre de vin, parlant de mode, d'art, de rêve. Nicolas m'a montré un monde différent, un monde de romance, de mots doux. Moi, une fille qui ne connaissait que le travail et vivait dans l'ombre de son père, je fus rapidement conquise. Je suis tombée amoureuse. Un premier amour pur et intense. Je pensais avoir trouvé ma moitié, un homme qui n'était pas avec moi pour mon argent ou mon statut, mais pour qui j'étais et pour mon talent. Lorsque nous avons décidé de nous marier, Monique s'y est un peu opposée au début. Elle se plaignait de mes origines modestes, disant que je n'étais qu'une épouse de Provence, pas un bon parti pour son précieux fils. Mais face à la détermination de Nicolas et peut-être aussi par respect pour ma position en tant que cerveau créatif indispensable dans l'entreprise, elle accepta à contre-cœur. Notre mariage ne fut pas trop ostentatoire, mais pour moi, à ce moment-là, ce fut le jour le plus heureux. J'ai cru naïvement qu'à partir de là, j'aurais une vraie famille, un mari à aimer et une belle-mère à respecter. Mais la vie conjugale n'est pas un conte de fées. Juste après nous être mariés, j'ai commencé peu à peu à voir le vrai visage de l'homme que j'aimais. Nicolas n'était pas aussi talentueux qu'il le paraissait. Il était paresseux, indécis et ne savait vivre que dans l'ombre de sa mère. Chaque décision, grande ou petite, il devait la consulter avec Monique. Le poste de sous-directeur qu'il obtint plus tard fut arrangé par sa mère. Il commença à considérer mes contributions, mes idées, comme acquises. Chaque fois que je lui présentais un nouveau design, il le regardait à peine et le présentait ensuite à sa mère comme si c'était son propre travail. Il se tenait sur le podium de la gloire, recevant les éloges, tandis que je ne pouvais que regarder en silence. Monique, une fois que je suis devenue sa belle-fille, cessa aussi de feindre le respect. Elle commença à me voir comme une épine dans son pied. Elle enviait mon talent, elle enviait la confiance que Monsieur Jean me portait. Elle commença à chercher n'importe quel moyen de me rabaisser, de m'humilier, elle m'assignait des tâches triviales sans rapport avec ma profession, m'obligeait à la servir comme une bonne, et Nicolas, mon mari, ne disait jamais un mot pour me défendre. Il restait silencieux et se joignait même à sa mère pour me critiquer. Mon amour mourait à petit feu, remplacé par la déception et l'amertume. Bien des fois, j'ai voulu dire la vérité, j'ai voulu les affronter, mais je reculais toujours. La promesse à mon père, l'image d'une famille complète que j'avais toujours désirée, me freinait.
Je me suis trompé moi-même en pensant que peut-être un jour il changerait. J'ai supporté, j'ai sacrifié, j'ai accepté de rester au second plan juste pour obtenir une fausse paix, mais j'ai eu tort. Ma patience ne les a pas changés, elle les a seulement rendus plus abusifs. Ils ont considéré mon silence comme de la faiblesse, mon sacrifice comme quelque chose de naturel. Ils ne savaient pas qu'ils jouaient avec le feu. Ils ne savaient pas que la femme qu'ils piétinaient était celle qui tenait entre ses mains le pouvoir de vie ou de mort sur l'empire dont ils étaient si fiers. Et aujourd'hui, leur arrogance m'avait poussé à bout. Le feu qu'ils avaient attisé pendant 5 ans était enfin sur le point d'exploser. L'avocat lut à haute voix chaque clause du testament. Sa voix résonna ferme et claire, dissipant tout doute dans le hall. Selon le testament, 70% des actions de M. Pierre Beaumont dans la maison Beaumont, équivalent au pouvoir de vote maximal, sont léguées à sa fille unique, Mademoiselle Manon Beaumont. La présidence de Madame Monique Vallée n'était que temporaire et pouvait être révoquée à tout moment à la demande de Mademoiselle Beaumont. Avec la confirmation du directeur général Jean, tout devint clair comme de l'eau de roche, sans l'ombre d'un doute. Je n'étais ni folle ni un clown. J'étais la véritable présidente de ce lieu. Monique resta pétrifiée. Son visage pâlissait et rougissait tour à tour. Ses lèvres bougeaient, mais elle ne pouvait prononcer un mot. Elle me regarda, puis Monsieur Jean. Son expression passa de la stupeur à l'indignation et finalement à une panique absolue. Non, impossible. Le vieux Pierre a osé me tromper. Pourquoi ne savais-je rien de ce testament? Cria-t-elle. Sa voix était devenue un glapissement, perdant toute son autorité habituelle. L'avocat répondit calmement, « Madame, ce testament a été rédigé légalement avec la signature du témoin, Monsieur Jean ici présent, et a été scellé dans notre cabinet durant les 10 dernières années. Selon la demande du défunt président, il ne devait être rendu public que lorsque Mademoiselle Beaumont le solliciterait. C'est une fraude, tout est une conspiration. Vous avez comploté pour me détruire. » hurla-t-elle en nous pointant du doigt, Monsieur Jean et moi. Elle tenta de se jeter sur nous, mais 2 gardes de sécurité l'arrêtèrent à temps. Nicolas, mon mari, n'était pas en meilleur état. Il était immobile comme une statue, les yeux écarquillés, me regardant comme une étrangère. Sa mère n'était plus la présidente toute-puissante. Sa femme n'était pas une employée insignifiante. Toute sa vision du monde s'était effondrée en quelques minutes. Il bégaya, « Manon, toi. Comment est-ce possible ?» Je refusai de le regarder. Je fixai directement Monique, la femme qui m'avait causé tant de douleur. Ma voix était froide comme la glace. Vous êtes très surprise, n'est-ce pas? Vous n'aviez probablement jamais imaginé que la personne que vous avez humiliée, piétinée et obligée à s'agenouiller pendant 3 heures était en réalité la propriétaire de cet empire sur lequel vous trônez. Je fis un pas en avant pour lui faire face. Vous avez dit que je ne méritais pas de travailler à la maison Beaumont. Eh bien, maintenant ce sera moi qui déciderai qui ne mérite pas de rester ici. Je me tournai vers Monsieur Jean et donnai mon premier ordre en tant que nouvelle présidente. Monsieur Jean, demandez au personnel d'accompagner Madame Vallée hors du bureau de la présidence. Scellez son ordinateur et tous ses documents personnels pour l'enquête future. À partir de ce moment, elle n'a plus aucune autorité dans cette entreprise. Compris, Madame l'ex-présidente? Monsieur Jean inclina la tête et donna l'ordre à la sécurité. 2 gardes corpulents s'approchèrent et la maintinrent fermement. S'il vous plaît, accompagnez-nous, madame. Lâchez-moi. Comment osez-vous me toucher? Je suis la présidente. C'est mon entreprise. Elle se débattait et maudissait frénétiquement, mais sa lutte ne la faisait paraître que plus pathétique. Elle fut traînée dans le couloir sous le regard atterré des employés. Ses chers talons de créateur crissaient sur le sol en marbre. Sa coiffure, auparavant impeccable, était défaite. Son maquillage coûteux, coulé par les larmes et la colère. L'image de la reine puissante s'était effondrée complètement, ne laissant qu'une femme vaincue et lamentable. Mais ce n'était pas tout. Alors qu'il l'emmenait vers l'ascenseur, Monsieur Jean éleva la voix suffisamment pour que tout le monde entende. Ah, et une décision de plus de la nouvelle présidente. En raison d'une pénurie temporaire de personnel dans le département de nettoyage, le conseil d'administration a décidé de transférer temporairement Madame Monique Vallée au poste d'agent de nettoyage à partir de demain. Nous espérons sa coopération. Nettoyage. De présidente à personnel de nettoyage.
Ce coup fut encore plus grand que d'être destitué. Tout le hall s'exclama de nouveau de stupeur. En l'entendant, les yeux de Monique se révulsèrent. Son corps se relâcha et elle s'évanouit dans les bras des gardes de sécurité. Le choc et l'humiliation l'avaient vaincue complètement. Je suis resté là à observer la scène sans rien ressentir. Je ne ressentais ni satisfaction ni compassion, seulement une profonde fatigue. Le premier acte était terminé, mais je savais que ma bataille venait juste de commencer car il restait encore quelqu'un à affronter. L'homme que j'avais autrefois aimé de tout mon cœur. Monique ne resta pas évanouie longtemps. Elle perdit connaissance seulement quelques minutes et fut soignée par le personnel médical de l'entreprise, reprenant ses esprits à l'infirmerie. Mais peut-être que pour elle, se réveiller fut plus douloureux que de s'évanouir. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, son monde avait complètement changé. Il n'y avait plus de luxueux bureau présidentiel, ni de secrétaires et d'assistants autour d'elle, seulement 4 murs blancs et l'odeur froide du désinfectant. Et quand Monsieur Jean et l'avocat entrèrent, apportant avec eux la décision officielle de transfert, elle sut que ce n'était pas un cauchemar, c'était la réalité, une réalité cruelle et brutale. Le lendemain matin, conformément à la décision émise, elle fut convoquée au département des ressources humaines pour recevoir son nouveau poste. Le local du personnel de nettoyage était au sous-sol du bâtiment, un endroit humide, sombre et avec une forte odeur de produits chimiques. Tout le contraire du bureau au dernier étage avec vue sur tout Paris dans lequel elle avait l'habitude de s'asseoir. Le chef des ressources humaines, qui auparavant s'inclinait servilement chaque fois qu'il la voyait, était maintenant assis derrière son bureau, la regardant avec une froideur impersonnelle. « Madame Vallet, voici l'uniforme du personnel de nettoyage. S'il vous plaît, changez-vous. Et voici votre zone de travail. » Elle inclut tout le couloir et les toilettes de ce sous-sol. Madame Valérie, la chef d'équipe, vous donnera des instructions spécifiques. Le chef des ressources humaines parla de manière officielle et désigna une femme d'âge moyen à l'aspect humble qui se trouvait dans un coin. Monique regarda l'uniforme bleu de travail, froissé, puis la femme nommée Valérie, qu'elle n'aurait même pas daigné regarder auparavant. Tout son corps tremblait. Cette humiliation était pire que d'être frappée. Vous osez. Elle serra les dents sur le point de dire quelque chose, mais se retint. Elle savait qu'elle n'avait plus l'autorité pour donner des ordres ni crier. Elle prit l'uniforme en silence et entra dans le vestiaire. Lorsqu'elle sortit, elle n'était plus la puissante présidente Monique Vallet, juste une vieille femme de ménage noyée dans un uniforme trop grand, le visage émacié et les yeux sans vie. Valérie, la chef d'équipe, probablement instruite par Monsieur Jean, s'approcha sans aucune marque de déférence et lui tendit un balai, une serpillière et un seau. Votre travail aujourd'hui est de nettoyer tout ce couloir. Nettoyez-le jusqu'à ce que je le vérifie et que je puisse voir mon reflet sur le sol. Seulement alors vous pourrez vous reposer, dit-elle d'une voix claire. Monique resta immobile. Ses mains tremblantes prirent la serpillière. La serpillière, un objet qu'elle n'avait jamais eu à toucher de sa vie, était maintenant son outil de travail. Elle regarda le sol sale, puis le long et sombre couloir. Les larmes commencèrent à couler sur ses joues, des larmes de rage et d'impuissance. Elle commença son travail. Ses mouvements étaient gauches et maladroits. Elle n'avait jamais fait de travail manuel comme celui-ci. Son dos, habitué au fauteuil en cuir, se pliait maintenant de douleur. Ses mains, habituées à porter des bagues en diamant, agrippaient maintenant une serpillière sale. Le choc et l'humiliation la rendaient folle. De temps en temps, elle s'arrêtait. Elle lâchait un cri insensé et puis continuait son travail avec désespoir. La nouvelle que l'ex-présidente avait été rétrogradée au rang de personnel de nettoyage se répandit rapidement dans toute l'entreprise. Beaucoup d'employés descendirent curieux au sous-sol pour voir. Ils restaient à distance, pointant du doigt et chuchotant. Ces regards, qui auparavant étaient pleins d'admiration et de peur, ne contenaient plus que curiosité et jubilation. Elle était devenue la risée, le sujet de potin de toute l'entreprise. Je ne suis pas descendu voir. Je ne voulais pas assister à cette scène. Mon objectif n'était pas de l'humilier d'une manière aussi mesquine. Mon objectif était qu'elle comprenne une chose, le pouvoir n'est pas éternel et quand on est au sommet, on ne doit jamais piétiner ceux qui sont en bas, car personne ne sait si un jour les rôles s'inverseront. La serpillière qu'elle tenait était la leçon la plus chère pour son arrogance. Pendant qu'elle luttait avec son nouveau travail, au dernier étage, Nicolas passait aussi par un moment tout aussi terrible. Il avait été convoqué dans mon nouveau bureau, le bureau présidentiel,
pour une confrontation qu'il ne pouvait éviter. Nicolas entra dans mon bureau, le même qui jusqu'à hier avait appartenu à sa mère, avec une expression incroyablement complexe. Il y avait de la colère, de la confusion, de la résignation et une peur vague qu'il essayait de cacher. Il n'était plus le beau et confiant sous-directeur. Il semblait négligé, les cheveux en bataille et des cernes dues à une nuit d'insomnie. Il ferma la porte en la claquant sans saluer et marcha directement vers mon bureau en le frappant avec force. « Manon, explique-moi ce que c'est que tout ça. Que as-tu fait à ma mère ?» Sa voix était accusatrice, comme si j'étais la coupable. Je restais assise tranquillement dans le fauteuil présidentiel, feuilletant avec calme des documents. Je ne levai pas les yeux immédiatement, laissant mon silence et ma sérénité augmenter sa colère. Quelques secondes plus tard, je levai lentement la tête et le regardai droit dans les yeux. Mon regard n'était plus celui de la soumission et de la patience d'hier, mais celui froid et distant d'une supérieure regardant son subordonné. « Monsieur Vallet, je crois que vous devriez garder votre calme en parlant à la présidente du conseil d'administration, et je n'ai aucune obligation de vous donner des explications. » Ma voix n'était pas forte, mais elle était pleine d'une autorité qui le laissa sans voix. Il n'avait probablement jamais imaginé que la femme qu'il avait toujours méprisée puisse lui parler de cette manière. « Présidente. » Il rit avec dédain, un rire forcé. « Ne prends pas la grosse tête. Tu crois que parce que tu t'assois dans ce fauteuil tu as tout réussi? N'oublie pas que ma mère a encore de l'influence dans cette entreprise. Tu l'as destituée, mais les autres actionnaires ne te le permettront pas. » Ah oui? J'arquai un sourcil. Eh bien, nous verrons, mais là je ne veux pas parler des actionnaires, mais de toi. Je me levai, contournai le bureau et m'approchai de lui. Je n'avais plus peur de lui. Maintenant, nos positions s'étaient complètement inversées. Tu es venu ici non pas parce que tu te soucies de moi, la femme que toi et ta mère avez humiliée, n'est-ce pas? Demandai-je, ma voix pleine d'ironie. Tu n'es pas venu non plus pour demander comment je me suis senti agenouillé pendant 3 heures. Tu es venu seulement parce que tu t'inquiètes du pouvoir de ta mère et de ton propre poste de sous-directeur, n'est-ce pas, Nicolas? Chaque mot de ma part était comme un couteau qui s'enfonçait dans sa conscience. Il recula d'un pas en évitant mon regard. N'exagère pas les choses. Je veux juste savoir pourquoi tu as fait ça à maman. Après tout, c'est ta belle-mère. La femme qui t'a accueilli. Belle-mère? Je lâchai un rire amer. Une belle-mère qui oblige sa belle-fille à s'agenouiller devant des centaines de personnes peut-elle s'appeler belle-mère? Un mari qui reste immobile pendant qu'on humilie sa femme, sans dire un mot pour sa défense, peut-il s'appeler mari? Il resta sans voix. Son visage devint rouge puis pâle. « Ça suffit !» cria-t-il comme pour cacher son manque d'arguments. « Que veux-tu? Pourquoi as-tu fait tout ça? Par vengeance? » Je secouai la tête. Non, je n'ai pas le temps pour ça. Je fais ça pour récupérer ce qui est mien de droit, mon travail, mon honneur et le respect que toi et ta mère m'avez arraché pendant ces 5 ans. Je retournai à mon bureau, sortis d'un tiroir un document que j'avais déjà préparé et le glissai vers lui. Et voici la première chose que je veux récupérer, ma liberté. Il regarda vers le bas. C'était une demande de divorce. Une lueur de panique traversa son visage. Divorce? Tu veux le divorce? Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire, répondis-je avec fermeté. Signe et nous terminerons cela à l'amiable. Je ne te demanderai rien. Il resta à regarder la demande. Puis il leva les yeux vers moi avec une expression de ressentiment. Il était habitué à ce que j'obéisse toujours, à ce que je cède toujours. Il ne pouvait accepter que ce soit moi qui prenne l'initiative de mettre fin à notre mariage. Non, non, je ne signe pas, dit-il avec force. N'y pense même pas. Tu crois que parce que tu es la présidente tu peux faire ce que tu veux? Si tu oses divorcer, je ne te laisserai pas tranquille. Une nouvelle bataille semblait sur le point de commencer. Une bataille non seulement pour le pouvoir, mais aussi pour la lutte d'un mariage qui était arrivé à sa fin. Mais il ne savait pas que je n'étais plus la Manon d'hier et que j'étais prête à tout. Tu ne signes pas? Je regardai Nicolas. Un sourire froid apparut sur mes lèvres. Crois-tu avoir le choix? Sa confiance, bien qu'un peu forcée, me surprit un peu. Clairement, il ne comprenait pas encore la gravité de sa situation.
Il continuait de penser que tant que sa mère était dans les parages, même si elle n'était plus la présidente, elle conservait encore de l'influence, des relations qui pourraient me rendre les choses difficiles. Il m'avait énormément sous-estimé et ce serait sa plus grande erreur. Ne tente pas ma patience, grogna-t-il en essayant de paraître fort. Rappelle-toi que si tu es assise aujourd'hui dans ce fauteuil, c'est grâce à ma famille. Si ce n'était pour le soutien de ma mère, pour mes conseils, tu serais toujours une créatrice de bas étage. Oses-tu être aussi ingrate? Je n'ai pu m'empêcher de rire. Un rire qui n'était pas de joie, mais de l'absurdité de la situation. Grâce à ta famille, Nicolas, tu le crois vraiment? Ou est-ce que tu t'es tellement habitué à vivre dans un mensonge que tu ne distingues plus la réalité de la fiction? Je me levai et marchai lentement vers la grande baille vitrée, regardant le trafic intense de Paris. Durant ces 5 ans, combien de collections ont rendu célèbre la maison Beaumont? Combien de créations ont rapporté des contrats millionnaires? Oserais-tu dire à tout le monde que ces idées, ces croquis, étaient les tiens ou ceux de ta mère? Il resta silencieux. Il ne pouvait pas répondre parce qu'il savait que la réponse était non. Tu ne peux pas le dire, n'est-ce pas? Je me tournai et le fixai du regard. Parce que tout était de moi. Chaque succès de la maison Beaumont, chaque gloire dont toi et ta mère avez profité, s'est construit sur mon effort et mon talent. Vous vous êtes habitués à voler, à profiter des fruits du travail des autres, au point que vous avez oublié qui était la véritable créatrice de tout. Tu mens, bégaya-t-il, mais sa voix ne sonnait plus aussi sûre. Alors allons au tribunal, dis-je avec défi. Voyons qui le juge croira, l'épouse qui a contribué en silence ou le mari qui ne savait vivre que dans l'ombre de sa mère et voler le travail de sa femme. Ah, et peut-être devrais-tu te préoccuper d'abord de ta carrière. Je retournai au bureau et pris une autre chemise. Ceci est le rapport d'évaluation de performance du personnel de l'entreprise du dernier trimestre. Et malheureusement ton poste, celui de sous-directeur marketing, Monsieur Nicolas Vallet, a la note la plus basse de toute la direction. Je tournai les pages en lisant les chiffres à haute voix. Le taux de croissance des revenus sous ta responsabilité n'a atteint que 30% de l'objectif. Les coûts des campagnes publicitaires ont dépassé le budget de 20%. La plupart des stratégies de marketing sont répétitives, sans aucune innovation. Comment expliquez-vous ces chiffres, monsieur le sous-directeur? Il resta muet. Ces chiffres étaient réels. Sans ma créativité, son département marketing n'était qu'une machine maladroite et inefficace. C'est à cause de la difficulté du marché, tenta-t-il de se justifier. Difficulté, ou parce que tu n'as plus la source inépuisable d'idées de ton.